Oui, bon, pour nous qui sommes à l'extérieur de ces pays-là ou de l'Alliance, on pense que ce n'est pas une bonne décision à cause d'abord de la fragilité de ces pays qui faisait que d'abord leurs coûts commerciaux étaient assez élevés, étant donné leurs conditions géographiques, tout ça. Et puis les flux financiers aussi, ça posait des problèmes. Donc il y avait un taux de risque élevé. Maintenant, quand ces pays vont sortir de la CEDEAO, et comme je disais tout à l'heure, ça dépendra des scénarios qui vont se présenter. Euh, Ces pays peuvent sortir de la CEDEAO et comme ils l'ont suggéré, peuvent toujours rester dans l'UEMOA. Ou alors ces pays peuvent dire, bon, on va créer notre monnaie commune et on va sortir aussi de l'UEMOA. Et ça dépend aussi des accords bilatéraux que ces pays-là auront réussi à conclure avec les pays de la CEDEAO. Quand vous voyez le cas du Bénin, par exemple, le Bénin a dit que certains pays peuvent venir au Bénin sans visa. S'il y a réciprocité dans ce sens, le critère de la libre circulation des biens et des personnes, ça va continuer entre le Niger et le Bénin, alors que ces pays ne seraient plus dans la CEDEAO. Donc ça dépend d'un certain nombre de scénarios. Alors, je partage avec vous Oui, quelques informations de ce rapport. oui, On parle de réduction de financement extérieur, concessionnel, y compris de l'aide budgétaire de la Banque mondiale et du FMI en raison de l'instabilité politique. Le Mali, par exemple, n'a plus de programme du FMI ni d'aide budgétaire de la Banque mondiale depuis 2021. Le Burkina Faso, une pause dans l'appui budgétaire de la Banque mondiale depuis les coups d'État de 2022. Le Niger, la quasi-totalité des financements de la Banque mondiale et du FMI et d'autres PD sont interrompus depuis le coup d'État de juillet 2023. On estime qu'environ 7,5% du PIB de financement externe de développement ont été perdus en 2023 à cause du coup d'État. Ça pose des problèmes au plan budgétaire. oui, il faut dire que quand on veut parler des impacts, on peut considérer quatre catégories d'impacts en fait. Il y a d'abord l'impact sur les flux commerciaux, il y a l'impact sur les flux financiers, et puis il y a l'impact sur les personnes, la libre circulation des personnes, et puis il y a aussi l'impact sur les projets d'intégration régionale. Si nous prenons un à un, prenons par exemple les flux commerciaux. En 2015 déjà, le tarif extérieur commun de l'UEMOA a été remplacé par le tarif extérieur commun de la CEDEAO. Si ces pays-là ne sont plus dans la CEDEAO, ça veut dire que les produits que ces pays-là importent, les pays de la CEDEAO vont connaître un amendement tarifaire, ce qui va élever ces coûts-là. Donc, ça veut dire que le flux direct, le commerce direct en ces pays-là peut avoir des problèmes, d'abord au niveau des coûts commerciaux et au niveau des flux aussi. De la même manière, ou bien dans la même veine, comme ces pays-là ne sont pas des pays qui ont accès à la mer, qui sont des pays enclavés, qui utilisent les pays comme le Bénin, comme les pays de transit, ça va poser des problèmes aussi, parce que euh, comme au Bénin, avec la fermeture de la frontière, tout ça, ça veut dire que ces pays-là sont obligés de faire des contournements à l'intérieur de la CEDEAO. Or, si ces pays sortent effectivement de la CEDEAO, peut-être que les pays de la CEDEAO vont émettre des sanctions à partir des pays qui ne vont pas respecter les règles. Et peut-être le Togo qui sont en train d'utiliser maintenant, ou le Ghana, ne seront plus à même de leur donner l'espace qu'ils méritent. Donc, sur les flux commerciaux, leurs coûts, il va y avoir des problèmes. Quand on parle des flux financiers aussi, c'est la même chose. Ces pays-là risquent de ne plus avoir d'accord avec les bailleurs bilatéraux ou les partenaires financiers bilatéraux comme la Banque mondiale et le FMI, ce qui va poser des problèmes, surtout pour les ressources concessionnelles, les ressources pour lesquelles les taux d'intérêt sont faibles. Et si ces pays sortent ou bien même ne sortent pas de l'UEMOA, ils auront des difficultés à accéder au marché financier régional, les obligations, les actions qu'ils émettent. Tout ça, là, ça va devenir plus cher. Donc, au niveau du financement aussi, il va y avoir des problèmes. Et les transferts entre pays, c'est-à-dire ces pays-là ont des migrants qui se retrouvent dans les pays et il y a les fonds des migrants qui quittent des pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Nigeria pour aller vers ces pays-là.
il y aura un ralentissement de ces flux-là. Donc au niveau financier, il va se poser des problèmes aussi. Au niveau des personnes, comme je le disais tantôt, il y aura des problèmes de visa parce que il faut dire qu'il y a une carte biométrique de la CEDEAO, il y a un passeport CEDEAO. Si ces pays-là ne sont plus de la CEDEAO, ça veut dire que les visas seront automatiques. Et c'est là où ça dépendra de leur comportement vis-à-vis de l'UEMOA. Parce que l'UEMOA est une intégration plus approfondie que la CEDEAO. Donc, si ces pays demeurent dans la CEDEAO, au moins avec les pays de la CEDEAO, il n'y aura pas tellement de problèmes. Mais si ces pays est de l'UEMOA, il n'y aura pas de problème. Mais si ces pays sortent encore de l'UEMOA, ça va compliquer la tâche. Il y a beaucoup de projets qui sont des projets d'intégration régionale et qui sont pilotés par la CEDEAO. Si ces pays-là ne sont plus dans la CEDEAO, automatiquement, ils n'auront plus accès à ces projets-là et puis ça va poser un Vous êtes déjà dans le cœur de notre sujet en évoquant ce que ça peut entraîner comme impact, la sortie de ces trois pays. Mais nous savons aussi, vous avez évoqué la perturbation au niveau des flux commerciaux. Ces trois pays, c'est quand même 10% du PIB de la CEDEAO, 17% de la population. 10%, bon, ce n'est pas grand-chose parce que quand vous voyez le Nigeria, c'est 70%. Donc, ces trois pays font 10%, donc ce n'est pas encore grand-chose. Le Bénin fait 3%. Comme quoi, l'organisation ne paie pas grand-chose. Bon, on ne peut pas le dire parce que comme il y a d'inégalités à l'intérieur de la structure, c'est-à-dire, quand on parle de la CEDEAO, c'est le Nigeria. Donc là, pour le Nigeria, ce n'est pas un gros problème, mais pour des pays comme le Bénin, le Togo, en tout cas pour certains pays, petits pays, ça peut être un problème. Alors, nous savons aussi que les trois pays importent principalement de leurs grands voisins, notamment le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, et très peu des autres. On parle surtout de l'énergie. C'est un point assez important. Est-ce que ces États, ils en ont vraiment conscience? Oui, 70% de la consommation énergétique du Niger, par exemple, ça vient du Nigeria. Et ça explique pourquoi, bon, le Nigeria peut être très féroce envers le Bénin, mais envers le Nigeria, c'est un peu plus compliqué. Parce que 70% de la consommation énergétique du Niger, ça vient du Nigeria. Donc, même si le Nigeria avait puni le Niger, dans le cas des sanctions de la CEDEAO, si le Nigeria lève les sanctions, c'est plutôt intéressant pour le Niger que pour le Bénin. Donc, ça dépend des pays, en fait. Ça dépend des pays. Au-delà des flux commerciaux, professeur, nous avons les couloirs de transit dans la région de la CEDEAO qui, justement, sont essentiels pour permettre aux trois pays enclavés d'accéder au port et d'exporter, justement, vers le reste du monde. La sortie de ces trois pays provoque en même temps un problème pour ces pays d'avoir accès au marché à l'international. Oui, bon, comme c'est un couteau à double tranchant, pour ces pays, ça pose énormément de problèmes, où ces pays-là vont chercher des méthodes de contournement. Par exemple, le port naturel du Niger, par exemple, c'est Cotonou. Maintenant, si Cotonou, si la frontière est bloquée, ils vont passer par le Togo, mais le coût est plus cher avec le coût d'insécurité, tout ça là, ça devient plus compliqué. Pourquoi? Avec les relations tendues entre le Bénin et le Niger, nous avons vu un peu ce que ça a donné. Exactement. Mais dans ce cas, par exemple, je disais qu'il faut ça à deux facettes parce que ce n'est pas intéressant pour le Bénin non plus. C'est pourquoi ces pays, éventuellement, peuvent sortir de la CEDEAO, mais peuvent chercher à négocier des accords bilatéraux. Et le Bénin, par exemple, est preneur. Parce que si ils viennent au port de Cotonou, ça permet au port de Cotonou de fonctionner. Donc, l'impact peut être atténué par ces accords bilatéraux, par exemple, si le Niger ou les pays de l'interland, le Niger, le Burkina Faso et le Mali sortent de la CEDEAO. Alors, il y a quand même un risque que dans ce contexte, que se développe rapidement un rapport informel entre ces trois pays avec leur sortie et puis les autres pays membres. Nous savons que la cohabitation va continuer entre les peuples. Exactement, ça va approfondir l'informel, puisque l'informel existe déjà. Tout ne passe pas par les frontières officielles. Absolument. Mais donc, automatiquement, certains pays vont vouloir tirer
profitent de la situation et vont avoir des accords bilatéraux avec ces pays, ce qui va un peu nuire aux exigences de la CEDEAO, à la cohésion de la CEDEAO. Qui me vient à l'esprit, et malgré la frontière fermée du côté du Niger, il se trouve que les céréales se retrouvent en grande quantité sur le sol nigérien. Oui, à cause des frontières qui sont poreuses, les gens peuvent passer par le fleuve et tomber au Niger. Donc, c'est ça, à moins que de façon stricte, on bloque ces accès. Mais quand on bloque ça aussi, pour la population béninoise, ça fait un problème aussi. Les politiques peuvent avoir des pressions de la population en disant, mais... Fermer les yeux. Oui, exactement. Alors, est-ce que vous y voyez une possibilité de résilience au niveau de ces économies, en supposant que les trois pays, justement, d'ici 2025, quittent l'organisation? Oui, bon, puisque ça fait un peu une affaire d'ego et que ce n'est pas des pays démocratiques, parce que c'est des coups d'État, c'est des militaires qui sont au pouvoir. Pour leur propre sécurité, pour la sécurité du pouvoir, ils peuvent toujours garder le statu quo, même si ce n'est pas au profit des populations. Donc, on ne sait vraiment pas ce qui va se passer. Peut-être si des pays comme le Nigeria mettent la pression forte, ces pays-là, pour dire, bon, si vous quittez l'organisation, moi, je coupe toutes les relations avec vous. Le Nigeria, oui, le Nigeria surtout, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, parce que le Sénégal pour le Mali, la Côte d'Ivoire pour le Burkina Faso, et puis peut-être le Bénin, le Nigeria pour le Niger. Si on les isole effectivement, ils sont obligés de revenir. Mais tout dépend des grands pays comme le Nigeria. Si le Nigeria accepte d'appliquer les sanctions de façon stricte, ce ne serait pas profitable pour ces pays-là de sortir de la CEDEAO. Alors, nous savons que dans la foulée, ces trois pays ont décidé de créer aussi leur propre communauté. On parle de l'AES. Est-ce que c'est possible qu'ils développent les mêmes mécanismes qui existent au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'AES, pour se soutenir et vivre cette période de transition? Développer des mécanismes entre... d'intégration économique. Oui, bon, ça fait... Ce sont des pis-aller, ça défaut de mieux. Il peut s'organiser à l'intérieur. Mais c'est que l'AES n'était même pas contradictoire avec l'UEMOA ou à la CEDEAO. Parce que là-bas aussi, on parle de la création de banques. Il peut faire une union. C'est exactement la même chose comme l'UEMOA est à l'intérieur de la CEDEAO. On pouvait avoir AES à l'intérieur de l'UEMOA, ça ne posait pas de problème. Donc, il n'était pas obligé de sortir de la CEDEAO, en fait. Mais, donc, même en étant membre de la CEDEAO, il pouvait créer l'AES. Oui, sans problème. Sans problème, parce qu'il y a l'UEMOA qui est à l'intérieur de la CEDEAO. Il y a beaucoup d'organismes. Il y a, par exemple, le Conseil de l'Entente qui est à l'intérieur de l'UEMOA. Donc, il pouvait être à l'intérieur de la CEDEAO et créer l'AES. Mais bon, il y a des ressentiments, il y a beaucoup de choses qui font que bon, ces pays-là sont en train d'aller très loin dans leurs décisions, ce qui ne les favorise pas selon moi. Alors, la Banque mondiale, dans son rapport paru en mai 2024, a fait des hypothèses. Je vous donne la première, l'hypothèse où la sortie est ordonnée avec la CEDEAO en janvier 2025, avec des accords commerciaux et de transit en place, minimiserait les retombées de l'UEMOA et limiterait l'impact à des coûts commerciaux plus élevés, bien entendu en raison de nouveaux tarifs plus élevés, et à un commerce plus faible avec les pays de la CEDEAO non membres de l'UEMOA, à un investissement privé légèrement plus faible en raison d'un risque accru pour les investisseurs, et puis un investissement public plus faible en raison aussi du coût de financement plus élevé sur le marché obligataire régional de l'UEMOA, avec l'augmentation des coûts de l'électricité due à la réduction des importations d'énergie en provenance de la CEDEAO. Donc voilà la première hypothèse de la Banque mondiale. Il faut que la sortie soit bien négociée, bien ordonnée avec la CEDEAO. Oui, bon, la sortie ordonnée, bon, ça dépend. Parce que ici, la CEDEAO joue sa crédibilité. Parce que s'il y a une sortie ordonnée et que les pays de l'AES, par exemple, ont des accords bilatéraux avec les pays de la CEDEAO et ont complètement réduit le coût de leur sortie, il y a d'autres pays qui vont suivre.
Parce qu'il n'y aura que, pas une forme d'anomalie parce que les trois pays qui quittent la CEDEAO, mais qui ont des accords bilatéraux, c'est ça. Et là, ça va poser un problème. Il y a d'autres pays qui vont dire, ah mais tiens, on va tricher. C'est exactement le même problème qui se pose avec le Togo, par exemple, quand le Togo fait des accords. Quand la CEDEAO a décidé des mesures d'interdiction, le Togo fait des accords, sanctions plutôt. alors que le Niger ferme sa frontière contre le Bénin, alors que ça dit ces comportements de resquillage, on parle des gens qui ne respectent pas les accords à l'intérieur, ça peut entraîner la désintégration pure et simple de la CEDEAO. Donc, c'est pourquoi la CEDEAO, si elle veut rester unie, avec une bonne cohésion, si tu ne respectes pas les accords, on doit te punir. Et non seulement on doit punir les pays qui sortent de la CEDEAO, mais on doit punir aussi les pays qui ne punissent pas les pays qui sortent de la CEDEAO. Est-ce une façon de nous dire indirectement que la CEDEAO devrait punir ou sanctionner le Togo? Oui, absolument. Parce que sans ça, il y a d'autres pays, les gens vont avoir des comportements. Mais il y a la question de la souveraineté, où les États, au nom de la souveraineté, sont libres. Quand vous êtes dans une union, vous sacrifiez une partie de votre souveraineté et vous devez respecter les accords de l'union. Maintenant, le Togo aussi peut décider pour dire je sors de la CEDEAO. Personne ne peut lui en vouloir. Mais tu ne peux pas être à l'intérieur, avoir les bénéfices de l'union et puis jouer le passage clandestin, ça n'a pas de sens. Alors, cette hypothèse de la Banque mondiale, selon vous, est-ce que c'est possible? Bon, pour moi, ce n'est pas... Nous connaissons aujourd'hui les rapports combien tendus entre ces trois pays et la CEDEAO. Oui. Est-ce qu'on peut négocier une sortie ordonnée? Nous partons, mais nous voulons quand même rester dans vos mécanismes. À cause de la fragilité de la CEDEAO, ça peut éventuellement arriver. Bon, parce que pour que ça n'arrive pas, il faut que les pays... Les trois grands pays de la CEDEAO, à savoir le Nigeria, le Ghana, Côte d'Ivoire, le Sénégal, si ces pays-là ou ces quatre pays-là acceptent, là ça peut se passer. Mais si ces pays-là refusent, pour dire si vous sortez, vous sortez. Et puis vous supportez les conséquences. Vous supportez les conséquences, là ça ne peut pas se passer. Mais après, ces pays risquent de se mettre à dos toute la population africaine. Non, pourquoi? Parce que si ces pays font ça, ça veut dire que les pays de l'AES vont reconsidérer leur position à court terme. Soit il y aura changement de pouvoir ou bien la situation serait tellement difficile que ces pays-là vont revenir sur les décisions. Je crois que la CEDEAO a quand même une possibilité d'obliger ces pays-là à revenir. Mais dans ce cas, il faut que les pays comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana acceptent et puis mettre la pression. Mais déjà, ce que nous avons observé après ces coups d'État et les sanctions, ces pays n'ont pas du tout changé de position. Comme quoi, malgré les sanctions que la CEDEAO leur imposait, ils sont restés résilients. Non, résilients, c'est parce que c'est des dictatures. Parce que quand les gens ils prennent le pouvoir par le coup d'État, bon, évidemment, quand vous êtes dans une démocratie et puis une tendance arrive au pouvoir, il y a toujours des gens qui ne sont pas contents. Et quand les militaires arrivent au pouvoir, ceux-là, on empêche l'autre camp de parler, mais ceux-là, ils sont plus vocaux. Ils disent que, et là, les militaires, ils sont là. Mais ça ne peut pas durer si les sanctions deviennent plus durables. Alors, la deuxième hypothèse de la Banque mondiale, justement, c'est une sortie non négociée de la CEDEAO avec des lacunes dans les accords commerciaux et de transit et puis avec des impacts en raison des retombées sur le commerce, importation de l'UEMOA, même s'il reste dans la zone de libre-échange de l'UEMOA, il pourrait y avoir une augmentation plus importante du risque pour les investisseurs et des coûts de financement régionaux, ce qui réduirait modérément les investissements privés et puis publics. Enfin, on ne peut pas conseiller ça. Oui, bon, qui conseille, ça dépend, c'est le pays de la CEDEAO, donc c'est le pays de l'AES, personne ne conseille. Et c'est ça que je dis, ça dépendra des positions des pays de la CEDEAO. Donc, et de leur signifier clairement, s'il leur signifie clairement que quand vous sortez, on sera dû, comme cela s'est fait un peu en Europe. Vous voyez, quand il y a eu le Brexit, les gens étaient dus avec la Grande-Bretagne.
Parce que si vous n'êtes pas dur, ça veut dire que d'autres pays peuvent sortir Du jour au lendemain. oui, et bénéficier des conditions favorables. Donc la CEDEAO pourrait jouer cette carte. Oui. En tout cas, la Banque mondiale est allée un peu plus loin dans son rapport en mettant un accent sur le cas du Niger, qui, selon la Banque mondiale, pourrait subir des impacts relativement plus importants que le Burkina Faso et le Mali. Pourquoi, selon vous? Oui, vous voyez, déjà en 2022, ils avaient déjà une croissance, je crois, de 11% à cause du pétrole qu'on a découvert là-bas. Mais tout juste après le coup d'État, leur croissance a complètement chuté. Vous voyez? Et puis de deux, c'est un pays qui doit utiliser normalement le Bénin, mais qui pose des problèmes avec le Bénin et qui est obligé de contourner le corridor du Bénin pour prendre par le Togo, ce qui renchérit les coûts, etc. Il y a des négociations même pour faire passer le pipeline par le Tchad pour aller au Cameroun, ce qui est encore plus coûteux pour eux. Donc, vous voyez, le Niger risque de subir beaucoup plus de coûts que les autres pays qui ont des relations plus apaisées avec leurs pays côtiers. Alors, nous sommes en train de finir cet entretien, professeur Albert Roloncourt. De ces deux hypothèses, qu'est-ce que vous conseillerez justement à ces trois pays au plan économique? Au plan économique, c'est de revenir simplement dans la CEDEAO. Bon, ça c'est la première chose. Et si éventuellement il ne veut pas revenir dans la CEDEAO, de maintenir leur intégration dans l'UEMOA pour pouvoir atténuer les effets. Maintenant, si ces pays sont en même temps de la CEDEAO et de l'UEMOA et créent leur monnaie, ça peut être plus catastrophique. En tout cas, merci à vous, professeur Albert Roloncourt. Je rappelle que vous êtes économiste, directeur de l'École nationale d'économie appliquée et de management. Nous avons évoqué l'impact économique de la sortie du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Je rappelle justement que selon l'article 91 du traité révisé de la CEDEAO, une période de notification d'1 an est nécessaire pour quitter l'organisation. Et à la fin de cette période, si le pays n'a pas retiré sa notification, le retrait devient effectif. Par conséquent, la CEDEAO considère les trois pays comme membres jusqu'au 28 janvier 2025. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Télévision.